ici Wilson pour les infos TCBH du mercredi 4 février 2026. Après un refus en 2024, la ville de Trois-Pistoles déposera une nouvelle demande de financement au gouvernement du Québec afin de construire une nouvelle piscine, un projet évalué à 15 millions de dollars. Le bâtiment de la piscine régionale des Basques serait déconstruit pour laisser place à une infrastructure complètement neuve. L'édifice, situé sur la rue de l'Arena, ne répond plus aux normes actuelles. L'infrastructure est toujours fonctionnelle, mais elle aurait besoin de travaux d'envergure au cours des prochaines années. Le bassin, construit dans les années 60, était une piscine extérieure qui a été recouverte au cours des années subséquentes, quel mot difficile, pour être accessible 12 mois par année. D'après les études de faisabilité des ingénieurs, ça coûterait plus cher de faire des rénovations que de partir à neuf. La ville de Trois-Pistoles a fait l'acquisition d'un système de déshumidification de l'air en décembre 2025 au coût de 383 672 $ afin de ralentir la détérioration de l'édifice actuel et de poursuivre les activités. Cet équipement sera transféré dans la nouvelle piscine. Parlant de nouvelles constructions, le Centre de services scolaires de Fleuve et des Lacs souhaite transformer le site de l'école secondaire de Trois-Pistoles en campus scolaire avec une nouvelle école secondaire, une nouvelle école primaire et des installations sportives réaménagées. L'école secondaire actuelle, construite en 69, est vétuste et très coûteuse à chauffer. La directrice générale du CSSFL, Nancy Couture, confirme que le coût énergétique du bâtiment gruge carrément le tiers du budget global de la CSSFL. La nouvelle construction coûterait entre 70 et 75 millions de dollars et prendrait environ 4 ans. Le CSSFL attend une réponse du gouvernement d'ici août. Dites-le tout le monde avec moi, CSSFL. L'École d'immersion française de Trois-Pistoles reprendra ses activités à l'été 2026. Yes, grâce à une entente de 3 ans avec l'UQAR, confirme le maire Maurice Vanet. La relance se fera prudemment avec environ 45 étudiants au départ, puis une croissance graduelle. Le projet vise à redynamiser la communauté malgré les défis liés au recrutement de familles d'accueil. Une annonce officielle est attendue en début mars. Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, est venu à nos studios s'entretenir avec Ghislain. Le sujet à l'ordre du jour, la survie de l'urgence de Trois-Pistoles. On écoute. Bonjour, mesdames et messieurs, Ghislain Vachon. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année. C'est la première fois qu'on se voit parce que j'ai eu un petit problème technique la semaine dernière, donc je vous souhaite une bonne année. Hey, nous sommes en compagnie de M. Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Bonjour, M. Lagacé, ça va bien? Oui, très bien, Ghislain. Ouais, je vous souhaite une bonne année à vous aussi. À toi aussi. Hey, puis je vais vous féliciter, hein, vous avez été reconduit pour combien? Ça fait très longtemps comme préfet. Depuis 2002, puis depuis 1997 comme maire de Saint-Cyprien. Ouais. Félicitations, ça veut dire que les gens sont satisfaits de votre travail. Hey, M. Lagacé, on ne se le cachera pas, on vous a fait venir ici. C'est le dossier de l'urgence. Vous allez en entendre parler beaucoup, les gens de l'urgence ici à la TCBH pour les prochaines semaines. Donc, c'est ça, la MRC de Rivière-du-Loup s'est prononcée au niveau là, du projet de fermeture. Mais vous, là, à Rivière-du-Loup, ça doit faire votre affaire, ces Trois-Pistoles fermes, là, ici. Ça va faire plus d'argent, plus de personnel. Là, je dirais que le conseil de la MRC s'est positionné depuis plusieurs mois en faveur du maintien des services à l'urgence de Trois-Pistoles. Puis quand je dis du maintien intégral des services à l'urgence de Trois-Pistoles... Il n'y a pas de l'édulcoré, là? Non. Le maintien... D'ailleurs, quand il y a eu la première manifestation, je pense que c'était en mai ou... il y avait encore de la neige, je pense. Oui, exact. Avril-mai, j'étais présent. J'ai été aussi présent à Ponégamouk. On est sensible à ce que nos voisins vivent. Puis, quand on parle de perte de service, là, parce qu'à ce moment-ci, au niveau des urgences, on parle de perte de service, bien, pour la MRC de Rivière-du-Loup, ce n'est pas acceptable. Puis, je le répète, là, nous, on maintient qu'il faut l'intégralité des services actuels à l'urgence de Trois-Pistoles. Parce qu'on faisait des farces, en réalité, c'est Rivière-du-Loup qui est COP, c'est Trois-Pistoles et puis ici. Oui, je dirais que nos délais d'attente sont déjà assez intéressants, je dis donc plutôt importants, si on veut être plutôt... de façon précise. On n'a rien à gagner à augmenter la fréquentation de l'urgence de Rivière-du-Loup, pas plus qu'on a quelque chose à gagner dans le cas de Rimouski pour augmenter la fréquentation de l'urgence à Rimouski. Effectivement, là, quand on regarde le pourcentage au niveau des civières à Rimouski, c'est plus important qu'à Rivière-du-Loup. Fait que quand les services là, dans un territoire comme le Bas-Saint-Laurent
ça doit s'exprimer dans tous les territoires de la MRC. Là. Il y a un CH. Moi, j'ai travaillé ici à Trois-Pistoles là, de 1997 à 2017. Même, donc, on vous voyait souvent dans le bâtiment ici. Oui, j'avais une clientèle qui était ici. Fait que je connais la situation de la MRC des Basques. J'ai des collègues avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment Bertin Denis, dans les dernières décennies. On a toujours travaillé de façon très collégiale. Puis je le répète, dans le cas de la MRC de Vieux-du-Loup, on souhaite le maintien des actifs au niveau de Trois-Pistoles. Puis quand on parle d'occupation du territoire, pas d'urgence, moins d'urgence, bien, ça va faire en sorte que les gens qui, eux, veulent vivre des éléments de sécurité, bien, ils vont regarder pourquoi un déplacement vers la MRC de Vieux-du-Loup, la MRC de Rimouski-Négette ou ailleurs. Oui, on a dit, vous le disiez, là, parce que nous, ici, on est la MRC qui vieillit le plus vite. Oui. Et souvent, si le médecin s'en va, on disait, bien, souvent, le client va suivre. Le client âgé va suivre. Oui, il va suivre, justement parce qu'il va vouloir avoir besoin de sécurité, de se faire sécuriser. Les services d'urgence, c'est un moyen de sécuriser nos aînés notamment. Puis je le répète, vous avez tout à fait raison, la MRC des Basques, c'est la MRC qui vit un phénomène de vieillissement accéléré au niveau donc, on a besoin de Bas-Saint-Laurent. plus en plus de soins de santé. Tout à fait. Bien, je dirais que c'est le propre des personnes aînées avec expérience. La mécanique étant ce qu'elle est. Plus on vieillit, puis la mécanique a besoin davantage d'attention, d'entretien. Fait que on est solidaire de la MRC des Basques. J'ai eu des discussions avec M. Belzile, Gabriel, le préfet. J'ai eu des discussions hier, j'étais avec M. Vanet. Je vais être présent le 11 février. Je l'ai déjà signifié à mes collègues de la MRC des Basques. Donc, on est sensible, on est attentif. Puis on n'est surtout pas en position de retrait, les bras croisés par rapport à ce qui se passe dans la MRC des Basques, comme au Témiscouata. Parce que, oui, on est la MRC qui vieillit le plus, mais on est la MRC où il y a un accroissement de la population qui commence à être significatif. Il y a des gens qui viennent s'établir. Donc, ce n'est pas le temps de couper des services. Non, exact. Puis effectivement, là, la MRC des Basques a vécu des années de flétrissement au niveau de la démographie. C'est plus le cas. Les gens, les investissements qui ont été faits par les administrations municipales, MRCN ou locales, bien, ça a fait en sorte que la MRC est plus attractive. Il y a davantage de jeunes qui se retrouvent dans la MRC des Basques aujourd'hui, et puis grand bien nous en fasse. La pandémie nous a envoyé beaucoup de jeunes. Oui. Bien, les gens ont fait le choix de s'éloigner des plus grands centres, puis de se rapprocher des milieux de vie où l'air est plus d'espace, plus de paysages, puis un peu moins de béton. Donc, grand bien nous en fasse, c'était le cas effectivement pour les Basques, c'était le cas aussi dans d'autres territoires de la MRC au Bas-Saint-Laurent, mais c'est plus important encore, je pense, au niveau de la MRC des Basques, qui avait besoin d'un changement de posture au niveau de la démographie. Puis, dans le cas de tout ce qui se passe dans la MRC des Basques, bien, le conseil de la MRC a fait passablement d'investissements avec le conseil de la MRC, des bâtiments industriels, une approche collective intéressante. Bien, c'est pas le temps de regarder à couper des services. Puis, vous savez, j'étais là, moi, en 1995, quand on a parlé du plan de transformation du réseau. Il devait y avoir moins d'hospitalisation, moins de courte durée, moins de longue durée, davantage d'investissement pour ce qui est des soins à domicile. C'était le choix qui avait été fait par le gouvernement de l'époque. Mais dans les faits, bien, ça s'est transformé en déficit zéro. Et donc, moins de services pour le maintien à domicile, ce qui a occasionné tout ce qu'on vit comme désagréments depuis plusieurs années. Là, sous prétexte qu'on veut améliorer les services préhospitaliers puis éventuellement plus de maintien à domicile, bien, on pourrait être appelé à couper des services au niveau de l'urgence parce que les données factuelles ne rencontrent pas ce qui peut se vivre dans d'autres territoires de la MRC ailleurs au Québec. C'est pas dans la même catégorie qu'une urgence. Non, tout à fait. Mais je dirais que c'est ça un peu une partie de la problématique, c'est qu'actuellement, ce qu'on entend, là, c'est qu'il n'y a pas eu seulement de pédagogie pour que les gens comprennent. Mais dans un processus de consultation, bien, on doit mettre une feuille vierge sur la table, puis on co-construit ensemble ce qui pourrait arriver pour le futur. Et non arriver avec une feuille et dire, regardez, ça va ressembler à ça. La problématique actuelle, c'est plutôt les gens sont arrivés devant quelque chose qui est dessiné, puis
il demande aux gens d'être consultés pour entériner ce qui a été dessiné. Fait que faut faire confiance à l'intelligence des gens. Il y a des gens il y a des professionnels. J'entendais des médecins là, qui se prononcent sur la DSET, puis comment on pourrait améliorer les services dans nos territoires. Puis dans ce cas-ci, dans le territoire de la MRC des Basques, bien, c'est peut-être à eux là, qu'on devrait donner la feuille blanche avec les citoyens pour imaginer... Ils iraient chercher des économies là où ils sont réalisables. Oui, ça, réalisable, puis en même temps, qu'il y aurait un soutien de la population. Actuellement, on a poussé quelque chose qui n'est pas bien reçu par la population. Non, puis on continue à pousser. Fait que quelque chose qui ne s'avale pas, il ne s'avale pas. Puis pour l'instant, les gens ne l'avalent pas. J'étais à la station-service. Pour les gens, vous allez entendre l'anecdote souvent. Là, je ne nommerai pas à personne parce que c'est illégal, ce qu'il a dit. Puis là, il dit... parce que lui, dans sa famille, il y avait un jeune enfant qui, s'il n'y avait pas eu l'urgence ici, il ne serait plus là. Ouais. De nuit, là. Lui, c'était... Puis là, il dit, la quantité de taxes puis d'impôts que je paye, là, parce que c'est un gros contracteur, il dit, j'en ai de la grosse machinerie pour fermer la 132. Donc là, on est juste au début de ça. Là, il y a déjà des gens, là, disons, on a arrêté de le dire parce qu'on s'est fait dire que ça allait mal, si on en parlait trop. Il y a déjà des gens qui sont prêts à la fermer, la 132. Oui. Bien, c'est parce que les gens en auront le pompon. L'administration gouvernementale, dans les derniers mois, a laissé un goût sûr dans la bouche de plusieurs Ça a coûté cher, les aventures québécoises. Oui, il y a plusieurs aventures qui ont été dispendieuses. Est-ce que ça amène à, je dirais, les mauvaises décisions ou les décisions qui se sont finalement avérées mauvaises? Est-ce que ça amène à reconsidérer un certain nombre d'éléments? Quand on regarde le transport collectif, transport commun, transport collectif, on voit qu'il y a des coupures. Quand on voit en santé, on voit qu'il y a des coupures. En éducation, on voit aussi que même si on pense qu'il n'y a pas de coupure, bien, dans les faits, il y en a. Fait qu'il ça inquiète les citoyens. Puis les citoyens, ils veulent contribuer. Puis la meilleure façon de contribuer, c'est qu'on puisse aller sur une feuille blanche puis déterminer de quelle façon on voit la suite des choses. Oui. Donc, à ce moment-là, je sais que vous ne pouvez pas parler pour eux autres, mais j'imagine que tout ce qui est système hospitalier Rivière-du-Loup sont plutôt favorables au maintien de Trois-Pistoles. Moi, je n'ai pas parlé aux médecins de Rivière-du-Loup, mais politiquement parlant, là, le conseil de la MRC, là, je dirais, c'est lui qui est souverain par rapport à l'organisation. On a eu des échanges, j'ai eu des échanges avec le docteur Cavallo. Il sait que la MRC de Rivière-du-Loup est favorable au maintien intégral des services à l'urgence de Trois-Pistoles, comme on est favorable au maintien des services intégral à Ponigamuk. À toutes les fois, ce que les gens vont nous demander politiquement où se constitue, bien, il n'y a pas d'imbroglio. On n'est pas derrière une porte en disant on pourrait peut-être bénéficier du malheur des uns. Donc, on a, je dirais, on n'a aucune envie d'être un observateur passif. Et de toute façon, ça, c'est dangereux parce que souvent, on est le prochain service. Oui. Ben, comme il y a quelqu'un célèbre qui a dit la dernière semaine, quand on est sur le menu, ben, c'est nous qui passons à la table. Donc, non, on n'a pas cet intérêt-là. On veut contribuer avec la MRC des Basques. On a une très belle collaboration au niveau des élus au Bas-Saint-Laurent. Puis, dans le cas de la MRC de Rivière-du-Loup, puis le KRTB, là, parce qu'on était dans l'ancienne région 01, au niveau de la santé et des services sociaux, jusqu'en 2001, je crois, dans ce coin-là. Bien, aujourd'hui, on est devant un fait qui ne nous intéresse pas. De voir des citoyens de la MRC des Basques de vivre dans quelque chose qui est émotif, quelque chose qui amène des craintes, puis des craintes importantes, puis qui sont en même temps corroborées par les acteurs principaux qui sont sur le centre local de santé et services sociaux dans la MRC des Basques. Mais il y a de l'inquiétude. Donc, je dirais, ce qui serait bien, c'est que prendre une pause, remettre une feuille qui n'est pas, non pas identifiée, mais une feuille qui est blanche, de permettre aux acteurs du milieu de bien la meubler, puis de développer une façon de se comporter sur le réseau de santé qui va correspondre aux attentes de ceux qui occupent ce territoire-là actuellement, c'est-à-dire les citoyens de la MRC des Basques avec les acteurs en santé et services sociaux. Ça serait un sage processus. Bien, M. Lagacé, bien, merci. Des projets pour l'année, là, vous, en terminant, là?
Ben, je dirais qu'on est dans le cas de la MRC de Rivière-du-Loup dans les prochains mois. Là. On parle de mi-mars, la mise en opération commerciale du GNLR, du gaz naturel liquéfié renouvelable pour ce qui est de la SAMR. On a passablement de projets éoliens en commun avec la MRC des Basques, notamment. Là, on en a pour 4,2 milliards. On va essayer d'avoir les autorisations. On ira faire voler notre drone. Là, en n'importe quel temps, là, Ghislain, vous souhaitez visiter un parc éolien, Nicolas Rioux, le nouveau parc PPAW, Polygamouc Picard Saint-Antonin au Louche-Toucouk. Ça va être l'invitation du monde. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle est lancée. On va envoyer nos jeunes recrues là, avec ils sont plus technologiques que nous autres. On va envoyer ça. Bien, M. Lagacé, merci encore une fois. Merci. Et puis, on vous réinvite. Hein, c'est sûr et certain là, que ça vous fait plus loin qu'à venir ici. Mais là, en attendant, notre préfet, là, c'est ça, il est un petit peu à l'arrêt, là, mais ça va reprendre. Oui. On va profiter du préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Pas de problème. Je suis à 30 minutes de route. Ça fait plaisir. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistons, en compagnie de M. Michel Lagacé. Bonjour. En fin de semaine, à partir de vendredi, le 6 février, se tiendra la 32e édition du fantastique festival Optineige à Notre-Dame-des-Neiges. Le président du club optimiste, Michael Rioux, nous donne les détails en entrevue. On écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à la TCBH. Ici Wilson avec Michael Rioux. Bonjour. Qui vient nous parler du 32e événement du club optimiste. C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis ici pour vous parler du 32e carnaval Optineige de Notre-Dame-des-Neiges. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe, 32 ans comme que je viens de dire. Fait que, encore une fois, cette année, on est de retour avec toute l'équipe qui est là pour nous donner un coup de main. On est une belle petite gang du comité organisateur. Moi, Jeannette, Thérèse, Catherine, Nancy, Maëlie et Kate Lafrance qui sont là pour nous donner un coup de main, plus plusieurs bénévoles. C'est un événement pour les enfants, je pense? C'est un événement pour les enfants, pour les plus jeunes, les ados, les plus vieux, puis les plus vieux encore. C'est un événement qui est là pour tout le monde un peu. Là. C'est un événement rassembleur de la population. Autant la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges que les Trois-Pistoles, puis les villages aux alentours. Le but de ça, c'est de rassembler le monde ensemble, de faire des activités, avoir du fun, bouger, puis s'amuser. J'adore ça. Rassembler le monde, les activités. Là, je vois ici que tu as un petit pamphlet. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui va se passer? Oui, nous autres, c'est sûr, on a préparé notre pamphlet. Fait que le vendredi, on commence ça avec un souper hamburger porc effiloché à la salle municipale de Rivière-Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. Fait que ça, c'est du porc effiloché fait par la boucherie Centre-Ville, du produit local. Nice. Ça va être super bon encore. Avec ça, on va avoir une petite pincée de frites de la cantine d'amour pour accompagner ça. Parle-moi de ça. Fait que ça devrait être tout un bon petit lunch. Ça, c'est vendredi à... Vendredi, on commence à 5h jusqu'à 7h. All right. Ouais. All right. Après ça, on enchaîne ça à 18h30 environ avec des jeux pour les enfants, à l'intérieur et à l'extérieur, surtout à l'intérieur. Mais, des jeux, là, à l'intérieur, on va avoir les scouts avec nous autres qui vont venir nous donner un coup de main. On y va avec des jeux d'habileté un peu, là, pour faire bouger un peu les enfants, puis leur faire travailler un petit peu les manèges. J'imagine qu'il y aura un lancer de poche à quelque part là-dedans. Il va y avoir un lancer de poche, probablement, oui. Toujours Puis, le fun. Plusieurs petits jeux, là. On est en train de concocter ça, là, puis les scouts sont là pour nous donner un coup de main. Ils viennent faire une parution avec nous. Super. Puis c'est pas juste vendredi, ça continue le samedi. Oui, puis le vendredi, même à travers ça, on a aussi le patinage. La patinoire est ouverte à l'extérieur. Fait que pour ceux qui veulent venir patiner, les plus vieux un peu aussi, ils peuvent aller patiner dehors. Il y a de la glissade aussi qui peut se faire également à l'extérieur. Le vendredi soir, après ça, on transfère l'autre bord à la salle Riveraine. À compter de 20h, on ouvre les portes de la salle Riveraine. Pour avoir un show du vendredi soir, on y voit avec un gros show cette année quand même. On a donné un bon coup là-dessus. Étant donné que la salle était un petit peu plus grande et tout, ça nous donne l'occasion d'avoir quelque chose de plus gros un peu, là. Fait qu'on commence ça, la première partie, avec Alice Dupuis, une chanteuse qui commence à prendre de l'air depuis plusieurs années, connue quand même assez connue. Étais-tu au spectacle de Noël ensemble pour Noël? Oui, t'es au spectacle. J'ai adoré sa performance, c'était super. En passant, c'est ma nièce. Ah, OK. Ouais. Le monde est petit. Oui, super cool. bonne. Fait que, on lui donne encore on lui donne une chance cette année encore, parce que l'année passée, on l'avait invitée à venir chanter. Malheureusement, elle avait eu une extension de voix. Fait qu'elle avait dû annuler sa partie. Fait que cette année, on la ramène. Avec elle, cette année, elle a réussi à concocter ça un petit peu. Là. Puis avec elle, il va y avoir Maëlys qui va venir chanter 2-3 chansons avec elle environ. Donner un petit coup de main là-dessus.
Puis elle a également réussi à avoir Elsa à côté qui va venir faire un petit peu de piano avec elle. Cool. Fait que ça devrait donner une coup de papier pour sa première partie. C'est quand même un vendredi assez chargé, là. Vous avez mis le paquet. Oui, après ça, on y va avec un hommage à Bob Bissonnette. Ça se trouve être Lomé puis sa gang, un groupe dans le coin de Montréal qu'on a pris qui descendent par ici. Fait que ça va être un gros show. Pour ceux qui veulent venir, les billets sont en vente sur lepointdevente.com à 20 $. OK. Fait que ça, c'est notre Puis, gros vendredi. pointdevente.com, y aura-t-il des billets à la porte ou... Il y en a à vendre là. On a un petit peu à l'unité aussi, mais qu'il n'y en ait plus, il n'y en aura plus. Fait que s'il en reste, oui, il va en avoir à vendre à la porte, mais qu'il n'y en ait plus, il n'y en aura plus. Vaut mieux prévoir plutôt que de miser tout sur la porte. C'est ça. On va l'annoncer au fur et à mesure aussi. Là. Maintenant, mes convois qu'on est bookés, on va être bookés. Ouais, je comprends. Ça va être ça. Ah, c'est cool. S'il en reste à la porte, on va l'annoncer avant le show qu'il en reste à la porte. All right. Plus ça, c'est juste vendredi, ça continue Ça, c'est le vendredi, ouais. Okay. Après ça, on s'en va se coucher parce que là, il va commencer à être tard. Ouais, c'est ça. On a repassé le samedi. Le samedi, on en redécolle ça à 11h. De 11h à 13h avec un dîner hot dog, avec une soupe. Puis ce dîner hot dog-là, ça fait plusieurs années qu'on l'appelle le dîner les hot dogs du maire. OK. Dans le fond, fait que le maire de Notre-Dame-des-Neiges, vient nous faire des hot dogs. Fait que cette année, j'ai réussi à avoir le maire. C'est un nouveau maire, M. Charles Lavoie. Yes. Il va venir nous faire des hot dogs encore. Puis j'ai réussi à avoir l'ancien maire, Jean-Marie Dugas. Okay. Fait qu'on va avoir le nouveau et l'ancien. Okay. Fait que d'habitude, le monde aime bien ça. Ils viennent manger des hot dogs, puis ils parlent un petit peu avec les maires, puis des fois, les conseillers sont là aussi. Fait que... On pourrait faire une petite compétition, lequel maire a les meilleurs hot dogs. On pourrait. Ah, on pourrait lancer cette compétition-là. C'est ça. Puis ensuite, à 13h, parcours extérieur pour les jeunes et... Oui, après ça, après le dîner hot dog, on y va à 13h, là, dans le fond, on a une marche extérieure. On appelle ça une chasse au trésor, accompagnée avec le club de marche de Notre-Dame-des-Neiges. Okay. Dans le fond, on décolle, on a une petite inscription là, sur l'heure du dîner pour inscrire les enfants à participer à ça. Après ça, on décolle ça de la salle municipale. On va faire un petit rond dans le village proche aux alentours. Le club de marche va nous accompagner là-dessus pour sécuriser les enfants puis le chemin aux alentours, là, pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Puis dans ce parcours-là, c'est une chasse au trésor. Il va y avoir des choses à trouver, des cadeaux pour les enfants, plusieurs petites patentes. C'est pas finalisé de déterminer, mais ça s'en vient, là, on est en train de concocter ça. Fait que ça va être de 13h à environ 15h, je te dirais. Okay. À travers tout ça, là, tu sais, ça, tout dépendant du nombre d'inscriptions, on peut peut-être faire 2 runs. Fait qu'à travers tout ça, de midi à 15h, à la salle aussi, on va avoir Marie Bellule qui vient maquiller les enfants. Ouais. Les enfants aiment toujours bien ça, se faire maquiller un petit peu. Ouais. Puis elle est bonne, Marie-Bellule. Marie est super bonne aussi, fait qu'elle va être encore là cette année. Puis après ça, à 15h, on y va avec notre fameuse tir d'érable sur la neige. Fantastique. À travers ça, on a toujours du patinage, la patinoire est ouverte en arrière, fait que c'est pas compliqué. Ceux qui veulent venir patiner, ils viennent patiner. On a toujours quelqu'un qui s'occupe de ça un peu aussi. Fait qu'ensuite de ça, on y va avec notre souper à 18h30. On a un souper poitrine de poulet qui est fait par Mme Linda Leclerc. Linda Leclerc, qui est de Trois-Pistoles, qui est super bonne en cuisine. Tout le monde la connaît bien. Fait que, on y va, ça fait plusieurs années qu'on y va avec parce que c'est très, très bon. Puis on ne regrette jamais nos choix. Fait que, on y va avec ça encore. C'est au prix de 30 $ pour les adultes. 13-17 ans à 20 $, 6-12 ans 15 $, 0-5 ans à 2 $. OK, il y a un prix adaptatif selon l'âge puis la quantité que tu vas manger. C'est ça. 30 $ pour un enfant de 5 ans, ça serait... Ça serait trop. Là. Puis là, on y va à 2 $, c'est plus pour compter les places pour arriver au nombre de personnes, nous, savoir comment on a on a un nombre de personnes à respecter dans la salle. Hein. Fait que c'est plus pour ça. Là. Ouais, c'est bien pensé. Mais sinon, on y va avec ça. Fait que là, les billets sont en vente auprès du comité. Vous pouvez m'appeler moi ou Benoît Jeannette, là, sinon les autres personnes du comité, il n'y a pas de problème. Là, tu as passé à 18h30, il y aura le souper, mais tu as oublié 18h, tu vas donner un mot du président. Bon. Le mot du président, le mot de bienvenue. Nice. Fait que, oui, puis il va y avoir aussi là, les ducs et duchesses qu'on va représenter à travers ça, parce qu'après le souper, c'est le couronnement des ducs et duchesses. Et eux, toute la fin de semaine, vont être là vendredi, samedi, à travers nos petits jeux, nos activités. On va leur faire des choses pour les intégrer à travers les activités qui va mener au couronnement des ducs et duchesses à la fin. Duc et duchesse, c'est un poste, c'est un titre un peu humoristique, mais en même temps... c'est ça. Les enfants aiment bien ça, ils sont ducs et duchesses. On a tout le temps de la misère un petit peu à en avoir, là, mais on essaye de continuer de le faire. J'écoutais une série là, qui se passe dans l'aristocratie anglaise, époque victorienne.
t'as duc, duchesse, t'as le baron, le vicomte, puis là, tu sais, le lord, t'as des étapes. Fait que vous pourriez en mettre des postes comme ça, tu sais, faire 6-7 couronnements, là. C'est sûr, on pourrait être intéressé à venir. Non, je donne des idées, mais ça fait juste plus de job. Fait que laisse faire ça. C'est vraiment cute, c'est le fun. Mais ouais, continue. Fait qu'ensuite de ça, on retourne dans la musique le soir, après notre souper. On y va avec Belle Musique. Belle Musique est un groupe qui ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont annoncés Belle Musique, mais c'est des artistes que ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Donald Gagnon et Geneviève Roussel, si je me trompe pas. Je les connais moins un petit peu, là. Je les ai pas vus ensemble, mais ça a l'air sont super bons. J'en doute même pas parce que ils sont Donald, c'est Donald. Hein? Ouais, exact. Tout le monde le sait. Ouais. Mais elle, je la connais moins un petit peu, mais je suis certain qu'ils sont super bons. Ouais, fantastique, ça donne envie. C'est de 20h30 à environ 22h. OK. Après ça, on prend un petit break. Ouais. On rembarque ça à 22h30 avec Annie Labrie et sa gang. Annie Labrie qui est de retour cette année, on l'avait l'année passée. Super bon show, Annie et sa gang. Là, on se trompe pas, c'est du monde d'expérience aussi. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Ils sont habitués. Annie aimait l'ambiance, aimait le show. On va avoir encore de quoi très pas pire d'après moi avec ça. Ah, c'est le fun. Fait que, on va essayer de remplir la salle encore pour avoir bien du fun. Puis d'attirer toutes les catégories d'âge. Ben ouais, certains, vous avez... c'est accessible, tu sais, c'est pas un show d'heavy metal, tu sais, t'as pas Non, puis en plus, ce qui est beau, c'est le samedi soir, grâce à nos commanditaires, puis tout le monde qui nous donne un petit peu ici et là, samedi, il est gratuit. OK. Le vendredi, on n'a pas le choix de charger parce que ça coûte un peu plus cher. Là. Ouais, exact. On n'aime pas ça charger, on aime ça quand ça coûte rien, puis attirer le monde, puis essayer d'aller dans le moins cher possible. Même les prix au bar, on y va avec des prix d'amis plus aussi. On veut attirer du monde. Fait que le samedi, il coûte rien. Tu as parlé de bar, il y aura un bar avec de l'alcool, de la bière. Oui, le vendredi soir, le samedi, il va y avoir un bar avec de l'alcool, un bar avec des chips et des affaires à grignoter et tout. Tu Barbe Rouge ou c'est Molson? C'est les produits Labatt. OK. Les produits Labatt. On est pour parler aussi avec Barbe Rouge pour intégrer un petit peu de bière là, de la région. OK. Puis je vois ici service de raccompagnement si jamais quelqu'un abuse un peu. Oui, c'est ça. Fait que le vendredi soir puis le samedi soir, on va avoir un service d'accompagnement. Cool, c'est quand même... C'est des contributions volontaires. Fait que ça permet de ramener tout le monde chez eux en sécurité. Fait que c'est ce qu'on veut aussi. Hein. On veut s'amuser, mais on veut retourner à la maison en sécurité puis on va être encore vivant. Ouais. Puis souvent, ça va empêcher certaines personnes. Ils veulent faire la fête, mais en même temps, faut qu'ils pensent à tantôt revenir, fait qu'ils partent plus tôt. Mais là, avec un service d'accompagnement, tu peux te permettre de rester plus longtemps puis d'en profiter. Ça plaît, C'est ça. vraiment le fun. Cool. Fait que ça fait pas mal le tour, je te dirais, de notre activité. C'est fantastique. On cherche toujours des bénévoles pour donner un coup de main ici et là. Fait que s'il y en a qui sont intéressés de devenir bénévoles ou qui ont d'autres idées qu'on pourrait intégrer, on est ouvert à tout. Puis comment est-ce qu'on vous rejoint si tu veux t'adresser à la caméra puis inviter les gens à participer? Là, comment on vous rejoint? Vous pouvez nous rejoindre soit sur le site Facebook, on est présenté un peu partout. Sinon, vous pouvez appeler au numéro au 418-851-5407. Moi, Michael Rioux. On l'affiche en bas de l'écran. 418-851-29... 5407. Sinon, il y a Jeannette au 418-851-2995. Fantastique. Jeannette Lévesque. Si vous avez des questions pour devenir bénévole, participer, n'hésitez pas à les contacter. On attend nos nouvelles. Fantastique. Merci, Michael, d'être venu. Merci Vraiment beaucoup. un plaisir. J'ai hâte d'être là. Yes, merci. Merci à toi. Maxime Gagnon a discuté avec Guillaume Legault, représentant national pour le syndicat APTS. Ils ont discuté de la défense des services publics et de la mobilisation citoyenne entourant la situation de l'urgence. Et voici. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Guillaume Legault, représentant national pour le syndicat APTS. Bonjour Guillaume. Salut. Merci d'être avec nous. Bien, ça fait plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu puis dire quel rôle tu joues dans le mouvement pour la défense des services publics au Québec? Pour me présenter, moi, je suis représentant national, comme tu le mentionnais. Donc, je suis un militant syndical dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis un certain nombre d'années. Je suis aussi un militant là, impliqué dans diverses causes, dont ici au Bas-Saint-Laurent, mais par le passé là, dans d'autres régions du Québec. Mon rôle comme représentant national au niveau de la défense des services publics, c'est vraiment de travailler via les différents canaux de mon organisation. Donc, l'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux. On a différentes tables, différents groupes de travail qui s'intéressent aux enjeux sociaux de la défense des services publics, à l'environnement, en passant par les enjeux de la défense de l'identité de genre des personnes. Donc, on est très impliqués là, à divers niveaux, au niveau
de la défense des droits des personnes. Donc, c'est quand même assez large. Tu peux toucher un peu à toutes sortes d'enjeux à travers tes fonctions. À travers mes fonctions syndicales, oui, on peut toucher effectivement là, à différents enjeux. C'est sûr que je me concentre là, beaucoup sur ce qui se fait dans notre région. Donc, mon travail, c'est de travailler en accompagnement de notre équipe syndicale locale qui se déploie là, aux 4 coins du Bas-Saint-Laurent. Donc ça, c'est la majeure de mon travail, mais dans différents travaux qui sont portés par le syndicat au niveau national, oui, effectivement, on peut toucher là, à différentes causes et enjeux. OK. Bien, justement, il y a quelques mois, on s'était rencontrés à une action de la coalition Main Rouge, qui est une coalition qui, à la base, est contre la privatisation des services publics. C'était à Rimouski, il faisait froid, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui s'étaient mobilisés. Et je me demandais, c'est quoi la situation après cette mobilisation-là dans la région? Est-ce que ça a fait bouger les choses? C'est quoi la situation aujourd'hui par rapport à cet enjeu-là? Bien, c'était par un froid midi venteux du mois de novembre à Rimouski, comme il y en a souvent, qu'on s'était réunis avec plusieurs personnes là, pour dénoncer les coupures dans le filet social. En fait, l'activité là, était partie d'une initiative en fait, citoyenne et d'organismes communautaires et d'organisations syndicales qui avait fait circuler là, une espèce de tirelire à idées pour protéger le filet social aux 4 coins du Bas-Saint-Laurent. Donc, cette activité-là visait à révéler les différentes initiatives, les différentes idées qui avaient été recueillies à travers cette tournée-là de la tirelire, là, qui était une espèce d'énorme cochon. Et puis, depuis, en fait, on a eu une très belle couverture médiatique, on a eu de l'attention de plusieurs partenaires. Je pense que ça a servi à appuyer la mobilisation contre l'austérité et les coupures, remettre le débat sur la protection des services publics à l'ordre du jour politique au Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut dire que c'était comme un catalyseur un peu qui venait rassembler plusieurs personnes de différents milieux qui avaient le goût de s'impliquer à ce niveau-là? Oui, bien, en fait, la coalition Main Rouge était relativement en dormance au Bas-Saint-Laurent là, depuis un certain nombre d'années. Je me permets de le dire. C'est une coalition qui avait été très, très, très mobilisée là, autour de 2015, grande campagne de lutte à l'austérité. Et puis, cette activité-là, c'était un petit peu le fer de lance d'une nouvelle mobilisation de la coalition Main Rouge. Donc, oui, en effet, il y a peut-être un effet de catalyseur. Sinon, pour aller avec l'actualité, on a appris la démission de François Legault dernièrement. Je sais que c'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais pensez-vous que ça va changer quelque chose au niveau de comment sont traités les services publics par le gouvernement? Tout d'abord, c'est sûr qu'un premier ministre, ça a une large influence dans les débats, les discussions qui ont cours dans les hautes sphères de notre caucus gouvernemental. Est-ce que ça va changer du tout au tout les orientations gouvernementales? J'en doute. Il y a plusieurs réformes là, ces derniers mois qui sont dans les cartons. On a juste à penser au projet de réforme, le projet de loi 1 pour le développement d'une constitution, le projet de loi 3 pour une réforme de la gouvernance syndicale, le projet de loi 2 avec les médecins là, qui, on le sait, là, a pris des nouvelles orientations à la suite de négociations directes avec François Legault lui-même. Le projet de loi de 14, le projet de loi 100. Bref, le gouvernement est arrivé avec une série de mesures généralement très impopulaires à l'automne dernier, ont en quelque sorte congestionné l'agenda politique. Ce serait quand même assez surprenant que tous ces projets de loi-là tombent, simplement parce que François Legault a décidé de tirer sa révérence. Est-ce qu'il y a un nouveau leadership, là, puis là, on attend de voir si ce sera Christine Fréchette ou Bernard Drainville qui va finir par devenir notre premier ministre élu par... au maximum 14 000 membres de la CAQ, il faut quand même le faire. Est-ce qu'on connaît les positions d'un de ces deux candidats-là pour savoir un peu l'orientation qu'ils prendraient? Ou... Bien, pour l'instant, les deux sont ministres, siègent au Conseil des ministres, donc adhèrent ou participent d'une certaine manière à la vision générale qui a été celle de la CAQ comme gouvernement. Donc, c'est sûr que en voir les récentes déclarations, là, que ce soit de Christine Fréchette par rapport aux dérives du projet de loi dont elle a hérité de l'ancien ministre Fitzgibbon par rapport à la modernisation du fonctionnement d'Hydro-Québec. Je pense que ses orientations idéologiques sont quand même relativement claires. Quant à Bernard Drainville, avec ses déclarations, le lâchez-moi avec les GES, puis ses plus récentes déclarations, on voit qu'on est quand même
un petit peu dans la continuité. On verra comment ils vont se positionner, comment va se positionner la personne qui héritera du siège de premier ministre. Mais pour l'instant, moi, je sens qu'on risque d'être dans la continuité là, du côté de la Coalition Avenir Québec. Là. Il pourrait y avoir des surprises, mais on ne retient pas notre souffle trop longtemps. Effectivement. Puis il faut quand même se rappeler aussi qu'on tombe dans une période préélectorale, là, généralement à partir du printemps de cette année. On va tomber en mode préélectoral. Les élections sont prévues à l'automne prochain, à moins qu'elles soient devancées, ce qui n'est pas impossible non plus. Ça se peut que ce soit un très court règne pour notre futur premier ou première ministre. Sinon, je dois t'en parler. Même si on en parle beaucoup, je pense qu'on n'en parlera jamais assez parce que ça se détériore la situation. C'est pour notre urgence à Trois-Pistoles. Ouais. On a appris dans un communiqué qu'il y avait une question de fermeture, une certaine fermeture graduelle, si on veut. Et donc, maintenant, c'est quoi le rapport de force sur le terrain? Est-ce qu'on est à la veille d'un grand mouvement populaire dans les Basques pour sauver l'urgence? D'abord, peut-être pour revenir là, sur les éléments que le CIS du Bas-Saint-Laurent a précisés dans ses récentes déclarations. Pour la première fois là, depuis un petit peu plus d'1 an, là, c'était assez clair, les plans du CIS. Là. Il est question de fermeture d'urgence de nuit, de développement des services au niveau préhospitalier, donc les services d'ambulance, pour rediriger les personnes dans les Basques vers Rivière-du-Loup. Mais si on pense au transcontinental dans le Témiscouata, des gens de Pointe-Égamouk vers Notre-Dame-du-Lac ou vers Rivière-du-Loup. Il est aussi question de renforcement du soutien à domicile, puis on nous dit des services de première ligne. Mais pour nous, c'est sûr que les fermetures des services d'urgence hospitalière ne peuvent pas être compensées là, directement par le développement d'autres services. Ce qu'on souhaiterait, ce serait de voir les services, le soutien à domicile, son développement, on n'a aucun problème avec ça. Le développement ou l'amélioration des conditions de travail des ambulanciers, des ambulancières, on n'a aucun malaise avec ça. L'amélioration des services en première ligne, même chose. Ceci dit, ça ne va pas remplacer les services d'une urgence. Les temps de déplacement vont quand même avoir une incidence assez importante, puis on le voit dans la population. Les gens sont très, très, très préoccupés. Quand on se promène dans la rue, on aborde les gens. Moi, je suis un peu impliqué. Je me suis impliqué par le passé. Les gens nous questionnent. Il y a des gens qui nous écrivent le jour, le soir, la fin de semaine, qui viennent nous aborder. Pour s'impliquer? Pour s'impliquer, pour qu'il se passe quelque chose, pour avoir des nouvelles. Même chose pour les autres personnes impliquées du côté du comité de vigie. Donc, il y a de l'appétit là, dans la population pour de la mobilisation. Est-ce qu'on est à l'aube d'un mouvement social? Ce sera à voir. Le CIS du Bas-Saint-Laurent a convoqué des assemblées, nous-mêmes du côté du comité de vigie avec différents partenaires. Là, il n'y a évidemment pas que notre organisation. Il y a des gens du milieu municipal, du milieu communautaire, des citoyens et des citoyennes, des employés, des infirmières, des employés du réseau de la santé, la chambre de commerce. Bref, il y a comme beaucoup de gens qui sont impliqués, donc on ratisse très, très large. Je pense qu'à partir du moment où on aura l'occasion de compléter notre exercice de consultation, puis une réponse directe du CIS du Bas-Saint-Laurent, à ce moment-là, je pense que la machine à mobilisation va partir. Là. Déjà là, c'est en train de s'activer. Il y a des choses qui sont attendues dans les prochaines semaines, donc c'est à surveiller de près. Parce que, dans le fond, ces consultations-là, il y en a déjà eu beaucoup, et donc sont de moins en moins crédibles parce que le gouvernement ne change jamais de position vraiment. Donc, on peut comprendre la population de déjà s'engager vers un processus une espèce de front commun régional contre cette décision. Bien, Surtout que le maire, Maurice Vanier, qui est élu maintenant et qui a longtemps été un défenseur de l'urgence. Oui, d'ailleurs, c'est une des principales revendications qu'il y avait quand il s'est porté candidat à la mairie puis quand il a été élu, là, de défendre les services de l'urgence. Puis c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas d'ailleurs. Là. On veut mener des consultations. Mais partout dans les Basques, là, on peut faire le tour, on peut se promener. C'est difficile de trouver des gens qui sont pour la fermeture des services d'urgence. Puis on dit qu'on veut nous consulter, mais on nous parle d'une consultation, mais on nous dit que le statu quo n'est plus possible. Donc on veut nous consulter, mais on ne veut pas nous laisser nécessairement la possibilité de discuter sur le maintien des services en place et de ce qu'on pourrait faire pour s'assurer de leur maintien. Donc, est-ce qu'on a une réelle volonté d'écouter les préoccupations de la population pour construire un nouveau modèle ou est-ce qu'on tente plutôt de venir expliquer pourquoi et comment on veut le déployer? Moi, je ne veux pas orienter nécessairement tout le monde dans leur réflexion, mais je pense que c'est assez clair qu'il y a un objectif de persuasion à l'heure actuelle dans les démarches que le CIS du Bas-Saint-Laurent est en train de réaliser. Puis je me permettrais de rajouter, avec les consultations, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui sont impliqués dans la mobilisation pour la sauvegarde de l'urgence à Trois-Pistoles ont convoqué leur propre série de consultations publiques qui vont avoir lieu à l'église de Trois-Pistoles le 11 février prochain à 19h. Et une fois que ceci a été annoncé, le CIS du Bas-Saint-Laurent, sans aviser personne,
a décidé de convoquer lui-même ses propres consultations en marge de ça. Donc, on se questionne un petit peu sur le lien avec les partenaires communautaires. Je peux vous dire là, qu'on a été plusieurs personnes à faire le saut quand on a reçu cette annonce-là. Oui, c'est ça, c'est comme une tactique de relations publiques vraiment pour essayer de noyer le poisson, on dirait. Bien, que le CIS veuille faire ses propres consultations, je pense que c'est tout à fait légitime. Qu'il veuille être informé des préoccupations de la population, je pense que c'est valide. Ceci dit, une semaine, jour pour jour, après un exercice de consultation citoyenne, pourquoi pas avoir fait les arrimages au préalable? Et qu'est-ce qui sera fait des résultats de la consultation menée par des organisations et des personnes et les municipalités et la MRC dans le milieu? Qu'est-ce qui sera fait des résultats de cette consultation-là par notre établissement de santé? Je pense qu'on aurait eu avantage à travailler en collaboration. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour cette fois-ci. Effectivement, je pense que ça va être dur et on a presque l'impression que si vous n'auriez pas fait vos séries de consultations indépendantes, le CIUS n'aurait peut-être pas lui-même avancé à ce niveau-là. Mais ce qu'on nous a dit là, rapidement, parce qu'on a eu des rencontres au début du mois de janvier là, par rapport à des rencontres cloisonnées. Là. Il y a eu les organisations syndicales d'un côté, le personnel de l'urgence de l'autre, les municipalités, les MRC de l'autre. Puis tout ça en parallèle, les Basques et dans le Témiscouata. On a émis là, certaines préoccupations. Au début, on se questionnait à savoir est-ce qu'on participe ou non. Mais à cette occasion-là, on nous avait dit là, que le souhait, c'était d'aller de l'avant avec un exercice de consultation. Donc, nous, rapidement, on n'avait pas d'emprise, on ne nous a pas sollicité pour faire partie de l'organisation de ces consultations-là. Donc, nous, pour nous assurer vraiment d'avoir le pouls de la population, on a décidé d'aller de l'avant puis d'appeler des consultations citoyennes. On a invité, d'ailleurs, le CIS du Bas-Saint-Laurent à se joindre à cet exercice-là, même vous lui avez déjà tendu la main? Oui, on a tendu la main, d'ailleurs, pour participer à un exercice, pour tenir des rencontres de consultation avec les différents partenaires impliqués, que le CIS a poliment décliné, avant de nous annoncer la tenue de ses propres exercices de consultation. Ben là, c'est ça, on parle d'une espèce d'urgence pour l'urgence, puis ça prend un mouvement social, j'ai l'impression, pour faire reculer des fois le gouvernement sur certains enjeux. Donc, il y a un phénomène qui se passe sur le continent américain qui est la polarisation entre la droite et la gauche et maintenant l'extrême droite et l'extrême gauche. Et on voit ce qui arrive aux États-Unis, c'est vraiment radicalement polarisé. Et c'est dur de mobiliser une population divisée sur des fois des enjeux qui ne sont pas comme sur l'immigration, par exemple, qui vont distraire les gens les enjeux de santé, d'éducation et tout ça. Et donc, je me demandais, est-ce que tu as peur que cette polarisation-là s'invite dans les bases? Parce qu'on sait que ça arrive plus, mettons, à Montréal, la polarisation, il y a plus de gens, plus de factions politiques. Mais est-ce que tu as peur qu'il y ait une division qui vienne ruiner la mobilisation dans les Basques? Bien, tu sais, il y a un phénomène de polarisation qui est particulier aux États-Unis, là, je me permettrais de dire. Dans un deuxième temps, on n'est pas étranger à la dynamique puis au discours, au cheminement ou à l'avancée des discours de droite radicale ou même d'extrême droite au Québec non plus. On le voit notamment dans le débat sur l'immigration. On le voit de plus en plus dans le débat économique aussi. Là, on a des personnes qui aspirent à être candidates aux élections. Notamment les personnes qui ont été présentées par Éric Duhaime dans les dernières semaines pour le Parti conservateur, qui ont des positions très, très, très tranchées, notamment au niveau religieux, au niveau de l'avortement, au niveau de l'économie, au niveau du rôle traditionnel des femmes dans la famille. Donc, on se retrouve dans une situation où on assiste à une montée assez rapide du conservatisme de droite ou même d'une certaine manière de projets portés par la droite plus radicale. Est-ce que cette question-là va s'inviter dans le débat dans les Basques? Je ne le sais pas. On n'est pas étranger non plus ici à l'évolution des discours qui visent l'exclusion des personnes marginalisées, des personnes immigrantes, des personnes qui sont peut-être un petit peu plus dans le giron de la contestation. Puis on le voit même là, dans l'évolution du discours puis des projets de loi de la Coalition Avenir Québec ces derniers mois. On vise principalement les groupes communautaires, les personnes immigrantes, les personnes réfugiées, les organisations syndicales. Donc,
On essaie de s'en prendre à des personnes qu'on identifie comme des cibles potentielles. Quand on regarde le cheminement des mouvements de droite au niveau politique, c'est essentiellement, prioritairement, à ces gens-là qu'on s'attaque. Des gens vulnérables, souvent. Des gens vulnérables, des gens contestataires, des gens qui font entendre leur mécontentement. Donc, il y a un certain tableau qui est présent à l'heure actuelle qui, effectivement, est préoccupant. Mais dans le débat sur le maintien des services, je pense que l'enjeu n'est pas là. T'sais, on n'est pas dans un débat polarisant, on n'est pas dans quelque chose de clivant. Même au contraire, je pense que c'est une belle occasion d'entretenir une conversation honnête sur la défense de nos services publics, qui est traditionnellement un enjeu qui est, je dirais, peut-être un petit peu plus campé à gauche. La défense des régions, puis le droit des citoyens et des citoyennes d'être traités et considérés comme des citoyens au même titre que les gens qui habitent dans les régions urbaines, là. Donc, on est vraiment dans un débat, je pense, très intéressant qui peut se faire sans qu'on tombe dans l'opposition, la chicane, le clivage. En tout cas, moi, c'est ce que je sens à l'heure actuelle quand même. Donc, ça ne m'inquiète pas trop que ça s'invite dans la discussion. Donc, on va au-delà des clivages politiques, on se rassemble autour d'un enjeu qui nous concerne tous et on est tous gagnants d'avoir je pense qu'on est tous gagnants d'avoir une urgence à trois pistoles. Là. Il n'y a pas des gens qui sont perdants de cette situation-là, généralement. Mais là, donc, c'est comme, il y a un beau portrait, dans le fond, du mouvement, qu'il n'y a pas trop de polarisation, qu'on est quand même mobilisé. Tu dirais-tu que le rapport de force est assez bon pour dire qu'on a des bonnes chances de la sauver, notre urgence? C'est sûr et certain qu'on suit très certainement de près ce qui se passe au niveau de la mobilisation à Santé Québec et au 6 du Bas-Saint-Laurent, j'en suis persuadé. Est-ce qu'on peut dire que le rapport de force est suffisant à l'heure actuelle? Je ne le sais pas. Chose certaine, la mobilisation va et doit se poursuivre. Les consultations citoyennes qui vont avoir lieu, comme je le disais, le 11 février prochain à l'église de Trois-Pistoles, sera l'occasion d'être un tremplin pour le lancement d'une campagne de mobilisation plus active. Donc, les gens seront rencontrés, il y aura des occasions d'échanger, il y aura des activités, des manifestations, des actions probablement qui seront dans les cartons dans les prochains mois. Moi, ce que je sens là, à l'heure actuelle, c'est que les gens attendaient un peu de savoir c'était quoi véritablement là, le projet du 6 du Bas-Saint-Laurent. Vous savez, ça fait 1 an qu'on nous dit nos plans ne sont pas encore clairs, inquiétez-vous pas. Au mois de novembre, on vient nous voir, on nous dit le statu quo est plus possible, sans nous préciser exactement ce qui nous attend. Et là, maintenant, rendu en janvier, on nous précise plus clairement. On va la fermer, votre urgence de nuit. Voici par quoi on va la remplacer, puis voici pourquoi c'est une bonne pourquoi on a des raisons suffisantes de faire ça. Moi, je pense que la mobilisation va se poursuivre, puis avec la participation citoyenne, avec l'engagement des gens, le rapport de force va définitivement se développer. Ce qu'on vise, par contre, c'est à s'assurer que politiquement, nos représentants, en l'occurrence Amélie Dionne, notre députée et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, se mouille un peu dans le dossier. Là. Pour l'instant, elle semble prendre une posture d'appui ou de défense des propositions du 6 du Bas-Saint-Laurent en répétant essentiellement les mêmes lignes. Le statu quo est plus possible, il faut transformer le modèle. Nous, on souhaite la mobiliser, elle, pour qu'elle travaille pour la population et pas juste pour les intérêts de Santé Québec et du 6 du Bas-Saint-Laurent. Vous savez, les députés ont comme rôle de défendre la population et de porter leur projet. Or, pour l'instant, le projet, c'est de défendre nos services publics. Voilà. Ce serait intéressant qu'elle prenne acte de ce qui se dit sur le terrain si elle vise une réélection à l'automne prochain. Exactement. Ça ne serait pas bête dans un enjeu qui rallie 90% de la population de prendre position en faveur de ce que la population veut et non pas de ce que la ligne nationale lui dicte. Oui, puis tu sais, d'une certaine manière aussi, il y a de l'instabilité là, au gouvernement du Québec à l'heure actuelle. Bon, démission du premier ministre, démission du ministre Dubé, remplacement par Sonia Bélanger, ancienne ministre des Aînés qui est native de Rimouski, qui connaît quand même bien la réalité de l'urgence de Trois-Pistoles. Est-ce que les astres sont en train de s'aligner dans un contexte préélectoral pour venir nous appuyer à développer suffisamment un rapport de force ou des leviers, disons, pour pouvoir gagner cette bataille-là? Je ne le sais pas. Chose certaine, le temps avance, les élections s'en viennent, puis les décisions impopulaires pour des politiciens, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis tu parlais que ça va être important, la mobilisation citoyenne dans ce contexte-là. Ça risque d'être important et donc je voulais savoir comment... en fait, pour les citoyens, pour nos téléspectateurs, comment on fait pour s'impliquer si on veut faire quelque chose alors qu'on est juste un citoyen, qu'on ne fait pas partie nécessairement d'une organisation ou d'un syndicat ou tout comme ça? Je pense qu'une des premières choses que c'est possible de faire comme citoyen, comme citoyenne, d'abord et avant tout, c'est de se garder informé.
Donc, pas hésiter là, à aller sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook, il y a Urgence pour notre urgence. C'est une mine d'or d'informations. On commente l'actualité. C'est une bonne porte d'entrée. Par la suite, il y aura des activités qui seront diffusées dans les prochaines semaines auxquelles, évidemment, on va inviter la population à participer. Donc, s'il y a des gens qui ont l'énergie, la capacité de se rendre ou de participer à ces mêmes activités-là, je pense que ce sera quelque chose de super intéressant. Puis, tu sais, je me permettrais d'ajouter, là, il n'y a pas personne qui cherche des super-héros ou des super-héroïnes là, dans ce genre de bataille-là. Là. Déjà, de savoir qu'on compte sur l'appui de la population, c'est énorme. Là. On l'a vu là, avec des mobilisations l'année dernière, là, quand il y a eu une manifestation, je pense que c'était le 15 février à Trois-Pistoles, où il y a eu plus de 650 personnes qui se sont rendues. C'est des chiffres très impressionnants pour la taille de notre territoire. Là. Ça envoie un message très clair. De voir que nos publications sont suivies sur les réseaux sociaux, de voir que les gens s'intéressent, ça a de quoi préoccuper nos interlocuteurs, à la fois du côté de l'établissement de santé, mais aussi du côté politique. Donc, je pense que ce que c'est possible de faire, c'est de rester à l'affût de l'information. Quand il y a des activités qui seront proposées, d'y participer. Sinon, c'est toujours possible aussi de s'afficher. Les gens peuvent y aller de créativité. Il y a des gens qui ont fait des affiches, des pancartes qu'ils ont mis dans leur commerce, dans leur devanture de maison. Moi, j'invite les gens à ne pas se gêner, là, à faire voir leur attachement pour les services d'urgence et à rendre ça visible sur le territoire. Puis si on veut justement rester à l'affût de ce qui se passe pour participer quand l'appel est lancé, c'est quel média qu'on consulte? C'est quelle page Facebook? C'est quel truc? Ce serait la page « Il y a urgence pour notre urgence Okay. ». Vous allez voir, là, ça va bouger là, dans les prochaines semaines. Il y a déjà plus de 1500 abonnés à la page, donc ça bouge, ça avance très bien. Donc, c'est possible de vous rendre sur Facebook et nous suivre. Il y aura potentiellement là, des développements sur d'autres plateformes, là, mais pour l'instant, c'est via cette plateforme-là qu'on communique. Puis sinon, prochaine action, je pense que tu disais c'était le 7 février? Le 11 février, le 11 février. Consultation citoyenne à l'église de Trois-Pistoles, 19h. Ça peut être un bon point de départ pour que les gens entrent dans le mouvement pour défendre les services publics, dans le fond. Oui, ce sera une belle occasion là, de rencontrer les membres du comité de vigie, d'entendre nos préoccupations, puis de pouvoir partager là, leurs besoins, leur attachement vis-à-vis des services publics. Et dans un deuxième temps, le 18 février prochain, il y aura la consultation citoyenne qui est menée par le 6 du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr, on ne veut pas mêler les cartes, mais à l'occasion de cette rencontre-là, le 6 du Bas-Saint-Laurent va venir nous donner davantage de précisions et d'informations sur son modèle. Ce sera assurément une belle occasion pour faire entendre notre attachement pour les services d'urgence. Et s'il y a des gens qui sont mécontents, ce sera une belle occasion de faire entendre leur mécontentement également. Bien, merci Guillaume d'être passé, de faire un portrait de la situation. Puis on te souhaite beaucoup de courage et d'énergie dans la défense des services publics. Puis merci encore pour ce que tu fais. Allez, ça va. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. L'Association pour le développement des aînés à l'UQAR est un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus sur un territoire qui s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant évidemment par la Gaspésie. Le mot UQAR apparaît dans notre nom puisque l'université est notre principal partenaire depuis notre création il y a plus de 35 ans. Par contre, toute personne peut s'inscrire à nos activités et ce, peu importe son niveau de scolarité et l'endroit fréquenté durant ses études. Sachez que vous bénéficiez d'une réduction sur le coût d'inscription aux formations et d'un tarif privilégié pour participer aux conférences et aux visites lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, l'abonnement vous coûte 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50+ du Québec et bien d'autres. L'important, c'est de vouloir continuer à apprendre et à s'informer dans une atmosphère chaleureuse et stimulante. Nos activités sont offertes de 4 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, en mode commodal ou hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réunis dans une ville à un endroit donné et que d'autres personnes peuvent y participer sur Zoom à partir de leur maison. Et comme nouveauté cet hiver, nous ajoutons le mode en différé, ce qui signifie que vous pouvez vous inscrire à certaines des activités qui offrent ce mode-là et visionner l'enregistrement dans un délai de 30 jours après l'activité, ce qui est plutôt pratique si vous avez un conflit d'horaire.
Cela dit, voici nos activités jusqu'au 13 février en ordre chronologique. Le vendredi 30 janvier, nous invitons à la conférence « La politique américaine, le deuxième mandat de Donald Trump ». Notre conférencière, Alexandre Couture-Gagnon, est native de Rivière-du-Loup, chercheur à la chaire Raoul Dandurand et professeur agrégé à l'Université du Texas, Rio Grande Valley. Donald Trump a commencé la 47e présidence des États-Unis en janvier 2025. Cette conférence analysera d'abord les impacts de sa deuxième présidence sous le gouvernement fédéral des États-Unis, ainsi que sur l'économie et la société américaine. Ensuite, il sera question des conséquences sur le Texas et finalement des élections de mi-mandat de novembre 2026. Cette conférence est offerte à distance sur Zoom, mais il est également possible de vous rendre à la salle Corinne-Cartier de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup pour vous joindre à d'autres participants afin de regarder la conférence en groupe. Dans la semaine du 2 février, les ateliers de la formation Muscler vos ménages sont offerts dans 6 villes. Bonaventure, les Îles-la-Madeleine, l'Île-Verte, Rimouski, Rivière-au-Renard et Sainte-Flavie et un autre groupe à distance sur Zoom. Le programme Muscler vos ménages propose 7 ateliers interactifs pour stimuler les neurones des personnes âgées. Il inclut des activités variées pour améliorer la mémoire, choisir des activités intellectuelles bénéfiques et réfléchir sur les habitudes de vie pour maintenir la vitalité du cerveau. Ces ateliers sont rendus possibles grâce au financement obtenu dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. En voyage, aimeriez-vous pouvoir commander dans une autre langue que le français ce délicieux plat sans que la serveuse ou le serveur se demande de quelle planète vous venez en vous écoutant? Alors pourquoi ne pas vous inscrire à l'un de nos cours d'allemand, d'anglais, d'espagnol ou d'italien? Les formations en langue durent de 8 à 10 semaines à raison de 2 heures par semaine. Certaines sont offertes en présence à Rimouski et d'autres à distance sur Zoom. Nous démarrons de nouvelles cohortes en anglais et en italien. La majorité de ces formations débutent dans la semaine du 9 février. Nous enchaînons avec un tour du monde en musique, fruit d'une collaboration avec l'École de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup. Plongez dans un voyage musical à travers les 5 continents. Fort de son expertise en ethnomusicologie, Jean-Marc Pilon, enseignant de piano et directeur de 3 ensembles vocaux au Bas-Saint-Laurent, vous fera découvrir des œuvres et des styles qui ont marqué l'histoire de toutes les humanités. Chant bulgare, opéra de Pékin, tango sud-américain, folk nord-américain, musique indienne, haka néo-zélandais, théâtre kabuki, kaltoum, le rail algérien et d'autres. D'une durée de 5 semaines à raison de 1h30 aux 3 semaines, cette activité débute le mardi 3 février. Nous avons également 2 formations consacrées à l'écriture. Les 2 sont d'une durée de 6 semaines à raison de 2 heures par semaine. La première s'intitule « Création littéraire, introduction et familiarisation ». Elle est animée par Anthony Lacroix en présence à Rimouski et débute le lundi 2 février. Alors que la seconde, « Amusons-nous à écrire », animée par Madeleine Fortier à distance sur Zoom, débute le jeudi 5 février. Poursuivons avec 2 formations en informatique. La première, apprendre à utiliser Zoom pour les débutants, le lundi 9 février, d'une durée de 2 heures, à distance sur Zoom, bien évidemment. C'est l'occasion de prendre le taureau par les cornes et de démystifier cette application de vidéoconférence. Cela vous permettrait de participer à nos activités justement lorsqu'elles sont offertes à distance sur Zoom. L'autre activité s'intitule « Cellulaire et tablette Android de base ». C'est une formation débutant le mardi 10 février et d'une durée de 5 semaines à raison de 2 heures par semaine, animée par Hubert Mendy en présence à Rimouski. Ce cours s'adresse aux personnes souhaitant se familiariser avec l'univers des téléphones et tablettes Android, à ne pas confondre avec les iPhones et les iPads, pour lesquels nous avons d'autres formations. L'objectif est de vous permettre de comprendre le fonctionnement de votre appareil, d'apprendre le vocabulaire essentiel et d'utiliser les applications les plus courantes. Et terminons avec la conférence « Les vins du Québec au-delà des clichés » le jeudi 12 février. En quelques décennies, les vins du Québec se sont affirmés bien au-delà des clichés. Cette conférence brosse un portrait actuel de la filière, son évolution, ses tendances et les forces qui façonnent aujourd'hui une industrie en pleine croissance portée par la passion et l'innovation des artisans d'ici. Cette conférence est animée par Mélanie Gore, la directrice générale du Conseil des vins du Québec. Elle est offerte à distance sur Zoom et en différé. Mais là encore, il est possible de vous rendre à la salle Corinne-Cartier de la Maison de la culture à Rivière-du-Loup pour y assister avec d'autres participants en groupe. Pour obtenir plus d'informations, vous inscrire à ces activités ou devenir membre de l'ADOCAR, rendez-vous sur notre site Internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. À la prochaine.
Merci pour votre présence. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Wilson pour les infos TCBH.